hybride. Ce mot est partout. Voiture hybride, cours hybride, travail hybride, hybridation génétique, on l'entend de plus en plus alors que ce n'est pas un phénomène si récent. Sans l'hybridation, nous ne serions pas là ce soir. Et pas parce que c'est le thème de la soirée, mais bien car c'est l'hybridation qui a permis à l'homme de devenir l'espèce dominante sur cette planète. Pour mieux comprendre, je vous invite à voyager dans la chronologie de l'hybridation. Mon histoire commence il y a 10 ans, lors de mes études en licence de biologie. Je fais alors la connaissance de Lucas, qui est le dernier ancêtre commun universel. Il vivait il y a 4,5 milliards d'années et c'est l'organisme le plus récent à l'origine de toute vie sur cette planète. Mais alors, comment est-ce que Lucas a pu donner naissance à toute la biodiversité que nous connaissons? Eh bien, c'est très simple. Il s'est multiplié et dispersé à travers le monde. Au cours de leur voyage, des mutations aléatoires apparaissent au sein des populations issues de Lucas. Et en chemin, elles rencontrent différentes espèces avec qui elles vont s'hybrider en échangeant du matériel génétique. Pour faire simple, il s'agit d'un échange de bons procédés permettant d'acquérir de nouvelles compétences pour mieux survivre à son environnement. Ainsi, ce sont les mutations aléatoires, l'hybridation génétique et la sélection naturelle qui ont permis l'apparition de l'homme sur Terre plus de 4 milliards d'années plus tard. Ainsi, le genre Homo apparaît il y a 3 millions d'années. Et de la même façon que Lucas, va conduire à différentes sous-espèces qui vont s'hybrider entre elles pour donner naissance à l'Homo sapiens. Au cours de cette évolution, l'homme se redresse, devient plus intelligent et conçoit de nombreux outils. Vers moins 9000, il finit même par maîtriser l'agriculture. Et cette étape marque un véritable tournant dans l'histoire, car l'homme commence à comprendre l'hybridation et son intérêt. En cultivant différentes espèces côte à côte, il observe l'apparition de nouvelles plantes, plus résistantes ou avec des fruits plus gros. Il suffit alors de cultiver les graines présentant les meilleures caractéristiques. C'est ce processus de croisement et de sélection qui a permis un accroissement significatif de la population. Petite anecdote surprenante, les bananes que nous mangeons tous aujourd'hui sont issues d'un seul et même hybride. Une lignée unique contenant un gène absent de leurs ancêtres. C'est comme découvrir que toutes les bananes sur Terre sont issues d'un seul et même couple. J'ai déjà entendu ça quelque part, non? Mais revenons à notre histoire en faisant un bond de 6000 ans. Vers moins 3000, on observe les premières hybridations hommes-matériaux. Les Égyptiens utilisaient des morceaux de bois sculptés en tant que prothèses d'orteils. Quelques années plus tard, ils vont même utiliser des dents d'animaux et des fragments de coquillages en tant qu'implant dentaire. Ce que l'on constate, c'est qu'au cours de notre évolution, l'hybridation naturelle liée au hasard est peu à peu devancée par une hybridation dite artificielle dans laquelle l'homme intervient pour accélérer le processus. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Quelle est la place de l'hybridation dans notre monde moderne? Bon, déjà, le bois, c'est fini. Aujourd'hui, les matériaux sont sélectionnés pour leur compatibilité avec le corps. Pendant ma thèse, j'ai même pu fabriquer de l'os à partir de céramique, plus particulièrement en hydroxyapatite, un matériau dont la composition est proche de la partie minérale de notre squelette. Il peut même être couplé avec du titane pour faire des prothèses de hanches à la fois résistantes et biocompatibles. Mais l'hybridation artificielle ne s'arrête pas là. De nos jours, nous utilisons des organismes génétiquement modifiés pour produire des antibiotiques ou de l'insuline, par exemple. Avec le temps, une nouvelle composante s'intègre à l'hybridation artificielle, la technologie. Partant de ce postulat, je me suis amusé à imaginer le futur en commençant par l'hybridation homme-machine, les cyborgs. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais ils existent déjà et ils sont parmi nous. Alors surtout, pas de panique. Je fais seulement référence aux personnes ayant un pacemaker ou un appareil auditif. Certaines entreprises travaillent même actuellement au développement de prothèses de bras ou de jambes pouvant être contrôlées par la pensée. Si certaines de ces technologies existent déjà,
d'autres concernent un futur proche. Et il y a fort à parier qu'elles seront à l'origine de futures innovations, surtout si elles sont supportées par l'intelligence artificielle. Et c'est là que les problèmes commencent. Difficile d'imaginer le futur de l'hybridation génétique quand on a des exemples comme l'homme lézard dans Spider-Man. Et c'est pareil pour l'hybridation technologique. Et là, pas la peine de vous faire un dessin. On a tous vu des films comme Matrix ou Terminator. Peu importe l'univers choisi, il ne fait pas bon vivre en tant qu'humain. Alors, comment pouvons-nous raisonner et utiliser l'hybridation pour éviter ce scénario catastrophe? Pour répondre à cette question, j'ai fait comme bon nombre d'entre nous aujourd'hui, j'ai eu recours à l'intelligence artificielle. Et voici ce que j'ai obtenu. Alors, pas la peine de tout lire, derrière cette longue tirade se cache celle que François Rabelais avait très bien résumée il y a 500 ans, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et si le danger résidait dans la volonté d'améliorer ou de perfectionner l'homme? Augmenter notre force, notre longévité ou notre mémoire risque de modifier définitivement notre perception du monde. Aujourd'hui, il est impossible de prévoir les conséquences de tels changements. Alors rassurez-vous, il reste tout à fait possible de profiter pleinement de ces innovations à condition de les utiliser avec discernement. Utiliser un pacemaker ou une prothèse ne doit pas faire de nous des surhommes, mais des humains complets. L'autre alternative consiste à utiliser ces technologies en tant qu'outils et donc de façon temporaire. Par exemple, utiliser un exosquelette pour soulever une charge lourde, un smartphone pour communiquer ou un marteau pour bâtir. Ce sont des extensions de nous-mêmes, mais elles ne nous définissent pas. Et c'est ce que nous faisons depuis toujours. Depuis que l'homme taille la pierre, chaque génération d'hybrides n'a jamais été une trahison de notre nature, mais bien une affirmation de notre créativité. À mon sens, il est illusoire de vouloir concurrencer la nature. Elle est le fruit de milliards d'années de recherche, d'erreurs et de réussites. Plus important encore, elle a façonné ce que nous sommes. Si nous voulons réellement entrer dans une nouvelle ère, il ne faut pas chercher à dominer la nature, mais au contraire, il faut l'écouter, l'étudier pour mieux s'en inspirer. C'est dans la bio-inspiration que se cache notre véritable potentiel. Imaginez une ville éclairée par la bioluminescence. Un monde où de l'ADN artificiel pourrait être utilisé en tant que stockage d'informations numériques. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un rêve, c'est notre avenir. Et si finalement, la plus grande avancée, c'était simplement d'apprendre à innover avec humilité.